Bienvenue sur Africa Cool Télévision, la chaîne authentique, toujours au cœur de l'actualité. Mbote bandeko balandi mokolo ya lelo toyekolakisa bino milulu ya atelier oyo mouvement citoyen collectif 24 babongisaki mokolo ya le 19 juin 2023 elongo na bilenge pona kosolola na mambi matali ba objectif to mission ya ba mouvement citoyen. Esengeli boyeba ete na bokutani eyebaki na kolimbola na bokebi nyonso mission ya mouvement citoyen oyo ezali ya koyeba ba droit ya bato pe ya kosala ete ezala respecté. Basukaki wana te bakobaki na koloba lisusu ete mouvement citoyen batelemelaka pouvoir te bazalaka na ngambu ya pouvoir te ni même na ngambu ya opposition mais bazali wana po kolandela ba bon fonctionnement ya l'État. Kaka na bokutani oyo ba collectif 24 bayebaki na kolobela lisusu na mozindo fonctionnement ya processus électoral. Bolanda bongo na micro ya Africa Cool Télévision. Oui, bon, effectivement, vous savez, le collectif 24, c'est une organisation de la société civile, membre de la mission d'observation à État réciproque collectif 24, c'est-à-dire MOEAC 24, que dans le cadre du projet d'observatoire des normes et des élections démocratiques que nous menons avec l'appui de NED, nous organisons une académie citoyenne. Donc c'est la première édition de cette académie citoyenne que le collectif 24 met en place. Et cette première session est tournée sur les normes des élections démocratiques et des libertés fondamentales. Alors pourquoi cela? Parce que, comme vous savez, nous sommes en plein processus électoral qui, à quelques mois vers la fin, est émaillé de beaucoup de turbulences, beaucoup d'inquiétudes. Et pour la plupart, c'est plus les jeunes, que ce soit au niveau des mouvements citoyens, les partis politiques étant de l'opposition que la majorité, qu'on utilise. Voilà pourquoi nous avons voulu consacrer cette première édition de l'Académie citoyenne du collectif 24 à ce sujet-là des normes des élections démocratiques et libertés fondamentales pour donner aux jeunes, outiller les jeunes issus de la société civile, des partis politiques et des mouvements citoyens à Kinshasa comme à l'intérieur du pays, de toutes ces normes-là pour qu'ils puissent s'approprier les processus. Et s'il faut bien apprécier ces processus, c'est partant de ces normes-là. Donc, nous consacrons ces temps ici par rapport à cette formation pour que par après, les participants soient outillés d'apprécier ces processus. Est-ce que ça respecte les normes des élections démocratiques? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en plus de cela, comment suivre ces processus et comment les jeunes peuvent s'approprier pour qu'au finish, on ait un processus électoral crédible, transparent et apaisé. Bon, effectivement, ça nous inquiète un peu parce que vous voyez, nous avons invité les partis au pouvoir, membres de l'Union sacrée, notamment l'UDPS, qui est la gouvernance même du pays. Nous avons invité le MRC, l'INC, et ça sont des partis invités au niveau de l'Union sacrée. Et nous avons aussi invité les partis de l'opposition, notamment ECD, Envol et Ensemble, de suite. Mais nous constatons, comme d'habitude, ça ne commence pas que par ces régimes. C'est comme si une maladie pour les régimes, lorsqu'on dirige, on pense que la société civile œuvre du côté de l'opposition. Et généralement, ce sont les partis de l'opposition qui répondent. Or, notre inquiétude est dans ce sens que, d'abord, bien que c'est la CENI qui organise les élections, mais ces élections aussi sont sécurisées, appuyées, tout ça par le gouvernement. Et que dit le gouvernement? Dit toutes ces parties-là qui sont au pouvoir. Et alors, aujourd'hui, on a vu dans cette même ville où l'opposition manifeste, et on autorise aussi les partis au pouvoir aussi de manifester. Et ça a créé ce que ça a créé dans la ville de Kinshasa. Voilà pourquoi nous avons voulu que ces jeunes, que ce soit de la majorité au pouvoir, tout comme de l'opposition, soient là pour que tous on se mette d'accord. Qu'est-ce qu'on attend quelles sont les valeurs pour dire que ces élections sont démocratiques et transparentes. Alors que ces jeunes soient dotés de toutes ces normes-là pour apprécier, et comme c'est une académie,
tout le monde devrait co-créer ces valeurs-là, les accepter, les s'approprier et ainsi avancer. Malheureusement, comme toujours, nous espérons que nous sommes encore là. Parfois, ils vont se ressaisir pour venir, mais nous pensons que ça serait un gain si vraiment ces partis au pouvoir envoyaient leurs délégués pour échanger avec nous, qu'on se mette d'accord sur ces normes des élections démocratiques et les libertés fondamentales, l'importance des libertés fondamentales dans un processus électoral pour sa crédibilisation, mais ils ont tout intérêt à gagner à cela pour former leurs militants, surtout que nos partis politiques ne forment pas leurs militants. Et lorsque la société civile leur ouvre les mains en les invitant à ce genre de formation, il est quand même regrettable de constater que ceux qui nous dirigent, qui hier, lorsque la société civile invitait, ils venaient, mais aujourd'hui au pouvoir, ils ne viennent pas. Et c'est désolant de faire ce constat malheureux de nos partis politiques. Après tout, est-ce que nous atteignons ce que nous voulons? Une démocratie nationale ou une démocratie tribale ethnique ou clanique? Ajouter à cela les élus népotiques, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Nous avons l'impression là-bas de nous retrouver avec les enfants qui goûtent à tel ou ceci. Donc, avec les femmes, parce qu'ils sont partis au Sénat en attendant qu'ils deviennent ministres. Et voilà quel type de démocratie de basse qualité. Donc, la législation, les travail de loger. Loger, c'est un arbitre. Mais un arbitre qui est dans la verticalité et qui n'a pas dans l'horizontalité. Le défaut de notre système, c'est que nous, le monde de loger, nous croyons en droit, au nom d'une indépendance, c'est pas de quoi, de décider sur les autres parties prenantes. Nous décidons du calendrier quand nous voulons, nous publions la date de dépôt des candidatures quand nous voulons. Alors, qu'une élection, comme je dis, il faut construire la confiance. C'est dit partout sur le mode pratique. L'éducation civique électorale, ça se fait où? L'inscription des listes, l'enrichissement des partis politiques. On vous a parlé de la campagne électorale ici. Il y a déjà des affiches dans la ville sur la campagne électorale. Mais le contentieux de campagne n'existe pas. La CENI, est-ce qu'elle est étudiée pour faire le contentieux de la campagne, pour dire attention, vous avez commencé la campagne prématurée, il faut enlever vos affiches. Les médias, écoutez, quand vous prenez les médias d'aujourd'hui, la RTLC, c'est comme la RTLC des Kabyle, c'est comme la RTLC des Mobutu. Ça commence par les mêmes histoires, et puis on parle même pas de l'opposition. Les contentieux, est-ce que nous sommes avancés pour ne pas avoir les erreurs matérielles? Quels sont les garanties? La société civile est-elle civilisée? Une société civile qui est là, corrompue, excusez-moi de le dire, à la solde de la CENI pour faire des communiqués pour appuyer la CENI dans les erreurs, ça fait honte. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous, c'est le contre-pouvoir. Maintenant, vous êtes là pour faire des communiqués pour appuyer la CENI. Maintenant, qui va protéger cette population? Parce que nous, les gens du pouvoir, nous voulons garder le pouvoir. Mais vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui se passe le jour du scrutin? La compilation, les compétences. Toutes ces questions-là sont réglées par les normes internationales, qu'elles soient universelles ou les traités ou les autres. Mais la question essentielle, la question fondamentale, c'est est-ce que le droit, c'est ce qui est écrit, c'est-à-dire ce qui est dans les textes ou ce qui est dans les têtes? C'est la question anthropologique. Nous n'avons pas les droits. C'est-à-dire les droits, c'est quelque chose d'extérieur, une grève qui ne nous concerne pas. Or, les droits, c'est une vision du monde. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai, c'est ton droit. Le droit, ce n'est pas un tas de droits, c'est un état d'esprit. Voilà donc ce qui arrive lorsque nous n'avons pas intériorisé le droit.
Nous ne sommes pas capables de produire un organe de gestion non politisé, consensuel. Nous ne sommes pas capables d'avoir la culture électorale. Alors on a un multipartisme des façades ou des pacotilles toxiques. Lorsque j'étais à la CENI, moi je croyais que nous on était tous sérieux, on a prêté serment. Après on me dit que non, ces gens se retrouvaient le soir pour décider ce qu'ils vont faire. C'était indépendant. Et c'est ça le problème. Donc on te demande d'être indépendant, mais trop dépendant. Et on a vu les gens qui ont quitté par exemple l'ensemble à quitter le poste parce que c'est leur poste. Et aujourd'hui c'est allé même pire parce que hier on laissait même 2 sièges à l'opposition réelle. Aujourd'hui c'est l'opposition qui est celle qui est aimée par le pouvoir fabriqué. Alors qu'est-ce que nous faisons? Donc nous sommes dans une perversion des normes qui aboutit finalement à la réautoritarisation de notre système. Donc, en conclusion, il n'y a que vous, dans cette académie, qui pouvez sauver le système, la société civile. Parce que vous pouvez être ce qu'on appelle le vrai contre-pouvoir. S'il n'y a pas de contre-pouvoir, le système est bridé. C'est vous qui pouvez réveiller le gouverné. Parce que le gouvernant, ils sont comme des barbares qui, pour avoir un fruit, peuvent même abattre l'arbre, pourvu qu'ils puissent avoir le fruit. S'il faut même tuer la CENI, tuer la cour pour avoir le pouvoir, ils vont le faire. Mais qui peut empêcher qu'on puisse abattre cet arbre? C'est les gouvernés. Et les gouvernés, c'était un agrégat, un conglomérat. Il faut qu'il y ait une société civile éclairée, indépendante, pour protéger ce qui est capable. Donc l'inertie des peuples est le socle des dictatures. Et tant qu'il n'y aura pas une souveraineté citoyenne, nous ne gagnerons pas. Vous parlez aux appareils du Sénégal ici, si Macky Sall veut absolument éliminer l'autre, et il interviendra difficilement, c'est parce qu'il a compris que la gestion des opérations électorales va lui échapper au Sénégal avec le contrôle citoyen du bureau de vote. Après le vote, les gens ne vont pas dormir pour envoyer des témoins qui se font corrompre. Les gens vont chercher leur natte pour venir commencer à prier à côté du bureau de vote pour attendre la publication et la proclamation. Pas simple affichage. Même de toute façon, quand ils affichent, avant de partir, chacun vient avec son téléphone, prend la photo, envoie à son centre de vote. Au centre de vote, après l'affichage, ils envoient. Donc, ce n'est pas simplement l'Église catholique qui doit avoir les résultats. C'est toute la société civile qui doit avoir les résultats. Et chaque célébration a son bureau de vote, centre de vote, où on centralise les résultats. Avec le téléphone, avec une nouvelle technologie. C'est ce qu'ils appellent logiciels. Ce sont des logiciels qui existent aujourd'hui. De sorte que, avec la décentralisation, la segmentation, avec la numérisation, la codification, donc les résultats qui quittent les centres de vote sont connus. Et quand ça arrive au centre départemental de centralisation de vote, ce qu'ils appellent la province, on connaît déjà dans le niveau de chaque province ce qui arrive. Et au niveau du centre national de centralisation, les résultats tombent. Vous dites, à l'Équateur, tel est en tête, tel est en tête. Donc on peut déjà, à la fin de la journée, savoir qui a gagné, qui a perdu. Mais si tous ces outils n'existaient pas, et que parfois même l'Église catholique qui a les résultats dit non, j'ai les résultats, mais je ne publie pas parce que c'est la CENI qui doit publier. Mais la CENI va publier autre chose que ce que vous attendez. Merci. Parole. Moi, c'est Crispin Kobolongo Kombunde. Je suis défenseur des droits de l'homme.
Et ici, je représente l'ONG Action contre les violations des droits des personnes vulnérables à CBD-Bercy. Ma question s'adresse aux panélistes, parce que tous les panélistes ont parlé des normes. Alors, ma question est la suivante. Que faire face aux normes non contraignantes vis-à-vis de la CENI? Les normes, que ce soit au niveau international, régional et puis national. Merci. La gestion ou la connaissance, c'est les situations électorales que nous vivons dans notre pays. Nous aurons plus ou moins 2 questions, sauf lui-même 3e question viendra. Alors, ma première question, c'est celle-ci. Que pouvons-nous faire ou quels remèdes que nous pouvons donner pour corriger la représentation sociologique dans nos assemblées? Mes questions sont transversales pour les 3 intervenants. Deuxième question. Nous vivons tous dans ce pays et nous sentons déjà il y aura où nous vivons déjà la tricherie. Que pouvons-nous faire pour empêcher la tricherie qui se prépare déjà pour ce cycle électoral 2023? Et ma dernière question, je me pose la question. Depuis une belle période, nous remarquons que les leaders des sociétés civiles, après un certain temps, se lancent directement dans la politique et parfois, ils sont nommés, je ne dis même pas choisis, nommés par les dirigeants de CENI. Est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme ou de normes ou de lois qui peuvent interdire les membres des sociétés civiles qui, il y a quelques mois, quelques années, faisaient ce travail que nous, la société civile, on devrait le faire, mais quand ils traversent, et surtout, si parfois, dans votre société civile, quand il y a un membre qui est appelé vers CENI, nous remarquons maintenant que cette société civile commence à avoir des langages un peu, je dirais, permettez le terme, erronés, où ils commencent à faire la tricherie, où ils commencent à soutenir d'une manière indirecte la CENI contre les normes établies. Et toutes ces questions, comme je venais de dire, c'est transversal. Je vous remercie. La question est celle-ci. Est-il possible de parler des élections démocratiques dans un pays où, depuis l'événement des élections, on organise les élections sans la participation d'une partie du pays sous alibi qu'elle est en guerre? Ma question est posée à M. Jean-Baptiste Ndoudou. Ma question est celle de savoir. Oui, vas-y. Ma question est celle de savoir quel est le rôle effectif des partis politiques dans une démocratie. Le multipartisme, est-ce un avantage pour la République démocratique du Congo? Des normes. Alors, je pense que, selon ma compréhension, ce qui pose problème, c'est d'abord les normes. Les professeurs, peut-être d'accord avec moi, le professeur Njoli, que les lois sont faites des coutumes. Alors, j'ai comme l'impression que dans notre pays, ce qui pose problème, c'est les lois. On dirait que ces lois sont... Nous les adaptons en fait. Nous ne les créons pas. Alors, j'aimerais savoir par messieurs
Jean-Baptiste si, d'après son œil d'expert, si les problèmes, c'est l'inadaptation des lois que nous avons, qui ne sont même pas respectées, ou c'est la non-vulgarisation de ces lois, parce que j'ai peut-être à 90% sûr que nous n'avons pas de lois électorales en lingala, en chiluba, en swahili, ce qui posera un grand problème pour que le peuple, en général, sache de quoi il s'agit au fait. Et après, c'est ce qui entraîne à la manipulation de ces peuples par les acteurs politiques, soit de l'opposition, soit de la majorité. Parce que ces peuples vont à la vaille-que-vaille sans comprendre ce que veut dire ces lois énormes. Merci. Bernard et tout. J'aimerais un peu. Je remercie d'abord les intervenants. Certains partis politiques, notamment il a cité le MLC, qui n'a que longtemps seulement sur l'Équateur. Il a cité aussi l'UDPS, qui a une popularité à Kinshasa, tout comme au Kassai. Mais par rapport à la question des seuils de représentativité et celle de recevabilité aussi, je pose la question, est-ce que nous n'allons pas participer à une majorité qui sera nommée? Alors, quelles sont les résolutions que la société civile préconise pour barrer la route à cette situation? Voilà un peu ma petite question par rapport à cette seuil de représentativité et de recevabilité. Coordonnateur du mouvement Bis au Peuple. Alors, ma question est celle de savoir, y a-t-il pas possibilité que nous ici fassions cet effort-là de mettre en place une brigade anti-fraude électorale? Parce que quand je suis en train de suivre, n'est-ce pas, les intervenants, je vois les risques et je me dis, tout ça on connaît, mais on est en train d'accompagner, n'est-ce pas, la classe politique à tripatouiller même le processus électoral qui peut nous pousser droit dans un ravin. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas possibilité que nous tous ici mettions en place cette brigade-là qui pourrait, n'est-ce pas, faire pression sur les dirigeants et aussi sur l'OGE? Merci. Important de savoir, c'est que ici nous ne sommes pas dans les hard law, nous sommes dans les soft law. Alors les soft law très souvent ne comprennent pas de sanctions, mais ce n'est pas pour autant que ces soft law n'est pas impératif. En fait, comme on l'a dit, les bonnes pratiques en matière électorale, ce sont les us, les coutumes, et c'est comme le droit coutumier. Le droit coutumier s'impose à nous par une sorte de ce qu'on appelle l'habitus, c'est-à-dire c'est intériorisé. Et à ce moment-là, lorsque vous dites par exemple à une femme que tu dois aller au mariage avec la dot, si elle va sans dot, c'est l'opprobre global qui la suit. Parce qu'un jour, elle va injurer une femme du quartier. Donc à ce moment, elle va pleurer, elle va aller demander à son mari, il faut balamber. Donc c'est ça un peu le soft law. Lorsque vous organisez des élections et vous ne suivez pas de bonnes pratiques, vous publiez un audit des fichiers, on fait un fichier sans audit. Mais l'opinion, c'est ça la grande sanction. Et l'opinion interne et internationale. Et ça, l'opprobre, c'est une sanction, notamment en droit coutumier. Il y a des sanctions visibles et des sanctions invisibles. J'insistais là-dessus parce qu'en 2011, au cours d'une discussion avec les partenaires internationaux, ils disent non, mais votre élection, nous allons la déclarer non crédible. Alors, Moulindaler dit allez déclarer, on s'en fout de vous. Qu'est-ce que vous croyez? On va organiser les élections. Mais quand ils ont déclaré, ça fait très mal. Même si à qui nous croyons rendre service,
dit non, vraiment, la communauté internationale ne veut plus de vous, il faut partir. Donc voilà un peu des conséquences. Donc, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de sanctions. Mais, à un certain moment, il y a des sanctions invisibles qui viennent et qui donnent. C'est ça, la puissance, mais aussi peut-être la faiblesse de soft law. Alors, les partis politiques, d'abord, le nombre de sièges perdus, je crois que vous me répondre. Les relations entre les candidats et la société civile, ça c'est le collectif Vabon. Le rôle, l'environnement, le rôle de la société civile. Vous savez, comment faire en sorte qu'il y ait une représentation réelle. Oui, nous pouvons y arriver à travers le texte. Parce que chez nous, la grande difficulté, c'est que la vérité des urnes doit aller de corps avec les terrains des urnes. Il y a des problèmes des terrains qu'on rencontre qui ne sont pas dans l'histoire. Par exemple, le vote tribal. Le vote sectoriel, des secteurs, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui ne peuvent pas aller dans d'autres secteurs. Les groupements où tout le monde a 100%, des entités, moi je croyais que cette histoire de 100%, ça n'existait pas, mais il y a des endroits où un candidat président reçoit 99% et ailleurs il a 0%. Alors, quand vous dites théoriquement que non, il ne peut pas avoir 100 et 3%, moi j'étais contre, je dis, mais comment quelqu'un peut avoir 54%? On me dit non, prof, regarde, si vous avez prévu 305 électeurs et que les témoins qui arrivent, vous dépassez les 350 prévus, donc vous allez avoir plus de 100% des votants. Et si c'est 115% vote pour un candidat à 103%, qu'est-ce que vous faites? C'est la machine qui vous donne. Alors vous voyez, par exemple, à Moba ou à Malemba Koulou, Kabila à 103%. Vous dites qu'il n'a pas raison. Quand vous allez à Libengé, Bemba a aussi le même pourcentage. Parce que les gens qui sont enrôlés à Bangui, vous leur avez demandé l'autorisation de voter par dérogation. Donc on arrive à 100%. Mais là, dans ces territoires-là, bon, à Libengé, Kabila 0, à 2% ou 20%, à Malemba Koulou, Bemba aussi 2%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ce sont des données du terrain qui vous disent. Donc dans votre regroupement, vous avez 98%. Dans les groupements des autres, là, vous n'avez rien. À moins que vous soyez issu des deux groupements, c'est-à-dire que votre mère est là, et puis vous êtes des pères. Donc ce sont des terrains des urnes. Vous rencontrez énormément de difficultés, et c'est ce qui bloque. Alors, bloquer la tricherie, je vais l'aller rapidement. On peut arriver à bloquer la tricherie, c'est pas la conscience. C'est-à-dire que, je donne toujours un cas. En 2018, nous devions aller aux élections. On est dans les réunions du rassemblement. Il y a une tendance qui dit qu'on ne participe pas aux élections avec la machine à voter. Lui de presse, le président Stéphane dit nous devons participer, mais nous devons frapper tellement dur qu'ils vont avoir peur de tricher, de prononcer des résultats trichés. Et c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que les candidats, les dauphins avaient tellement un pourcentage bas, 15%, qu'on ne pouvait rien faire. Et Kabila lui a dit, Kita, tu n'as plus t'abouler. Donc, il ne peut rien, mais il faut trouver peut-être une autre solution. Donc, c'est cela. Mais surtout, je vous ai parlé du Sénégal, le rôle de la société civile. Pour monter, c'est qu'un collègue a dit là-bas, une brigade anti-fraude. Mais il faut connaître les techniques de fraude. Et c'est là où doit y avoir la formation. C'est-à-dire le bureau de vote. Quand on dit publication des résultats, bureau de vote par bureau de vote, vous devez avoir des témoins et des personnes au bureau de vote. Parce que la cartographie des bureaux de vote, vous devez l'avoir. Et la société civile, c'est vrai, ça demande des moyens comme l'a dit l'autre. Mais il faudra chercher ces moyens. En fait, tout le travail de l'Église
catholique, c'est de chercher les moyens de financement. Et que nous savons que des organisations de société civile ici peuvent les avoir. Mais le problème, c'est aussi l'accès à ces moyens ou la crédibilité pour avoir ces moyens. Mais il faut absolument protéger votre résultat. Parce que comme nous l'avons dit, la souveraineté appartient au peuple. Et si ces peuples-là ne protègent pas sa souveraineté, on vous vole votre souveraineté. Donc comment protéger le vote du peuple? C'est toute la stratégie qu'il faut mettre en place. Et si vous allez au bureau de vote, vous allez dormir, vous envoyez un témoin menteur qui vous amène des résultats, il faut avoir 10 $. Chaque jour, il dit non, viens au béni loco. Et quand la personne vient avec, ça vient d'où? C'est ça aussi, la formation des témoins. Donc il y a un grand travail à faire, c'est possible d'avoir des élections démocratiques. Oui, c'est possible. À condition que les démons assument son rôle. Si les démons... Alors, quel est le rôle des partis politiques? Est-ce que c'est avantageux? Non, les partis politiques sont les outils d'expression. Il n'y a pas de démocratie sans parti. C'est comme ça qu'on parle des partis plutocratie. Comme s'il n'y a pas de partis politiques, c'est comme une démocratie à partisans. Mais est-ce que ces partis politiques méritent le concept de parti? C'est des organisations structurées au sommet autour d'une idéologie, d'une conquête politique. C'est ça. Il y a combien de partis politiques ici? Combien de partis politiques organisent des congrès? On organise des faux congrès pour désigner des personnes déjà candidats, et puis voilà. Donc, quand vous n'avez pas de structure démocratique, comment allez-vous mettre en place un État démocratique? C'est toute la question qui est là. Donc, je crois que je peux m'arrêter à quoi servirait une norme si, voilà, si les autres vont vous donner. En 2018, le pouvoir empêcher l'accès. Et puis je vais vous parler, plutôt terminer sur le rôle des députés. Mais les députés, je ne veux pas me juger les autres, mais j'ai fait la dure expérience du G13. On était tous d'accord qu'il fallait réformer le système. Et sur les 18 réformes que nous avons proposées, on a retenu à peine 3. Et puis c'est moqué de nous, moi je l'avais dit, mais le taux de reconduction des députés, c'est de 10%. Donc, dans l'Assemblée que nous sommes là, nous allons revenir peut-être à 10. Donc, les règles que nous avons proposées, nous étions tous d'accord qu'il fallait réformer. Moi, je ne suis pas allé dormir au palais du peuple à la Cour de justice pour brosser les dents devant tout le monde. Mais ce sont ceux qui étaient là, qui ont subi des contentieux, qui avaient totalement oublié, comme des amnésiques. Donc, toute la question de la suppression du seuil, nous étions tous d'accord que le seuil, c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas. C'est comme ça que nous avons proposé le seuil des recevabilité, parce que si l'objectif c'est d'avoir des grands groupes, ben alors faisons en sorte qu'il y ait au moins 60% ou 50% des candidatures. Comme ça, ça va pousser les partis à ces groupes. Non seulement on a retenu ça, on a reconduit l'autre. C'est donc, on a fait un double blocage dont la finalité n'est pas compréhensible. Non, c'est pour empêcher ceux qui n'ont pas de moyens de venir. C'est un problème. La question du népotisme, la corruption, de ne pas donner des cadeaux. Toutes ces questions-là étaient ramassées, y compris dans le rapport de la CENI. Bon, on veut donner des réponses. Ceux qui doivent être les premiers à réformer refusent. Au nom de la majorité, donc dit arithmétique. Et les conséquences, c'est que le système électoral, la qualité baisse. En 2006, en 2011, 2018, c'était bien. Comme Jean-Baptiste a dit, le taux de participation qui était pratiquement à 68% va baisser à 58% en 2011 et on était à moins de 50% en 2018. Bon, qu'est-ce qui va se passer en 2018? Nous ne savons pas. Voilà, chers amis, je m'excuse, j'ai une réunion à 14h, je dois partir. Nous devons
vraiment travailler pour la population. Et travailler pour la population veut dire aller vers cette population-là. C'est la télé ici ne suffit pas. Mais tout ce que nous avons ici, partagé ici, la population doit être au courant de cela. C'est ça pour moi la corruption. Et le jour où toute cette population-là va comprendre, comme nous autres, comme vous et nous, il suffit de réfléchir un seul jour, une seule minute au même moment, c'est ce qui entraîne la question du changement. Bon, l'accréditation des observateurs, ça c'est quelque chose d'inacceptable. Moi je pense même que c'est la violation de la loi. Créer cette cellule-là, c'était du quoi? Un décret des ministres, un arrêté du ministre vient abroger la loi. Parce que la loi dit tout simplement déjà des modalités. C'est la CENI qui accrédite les observateurs, mais maintenant ce n'est plus la CENI. On dit même si on peut nous faire croire que cette CENI-là comprend la CENI aussi. Non, ça c'est une façon contournée de dire les choses. Non, mais est-ce que la CENI a déclaré qu'elle n'était pas capable d'accréditer les observateurs? Nous pensons tout simplement que cela entre dans le plan de la fois passée où on avait clairement refusé les observateurs, mais cette fois-ci, pour faire un peu quelque chose de manière très propre, on va poser des conditions pour dire cet observateur, si nous ne voulons pas de lui. C'est ça. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Donc, en d'autres termes, nous pensons que ce n'est pas une bonne façon de faire. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Il y a des normes qui régissent toutes les missions d'observation au niveau international. Et nous y avons aussi été des observateurs au niveau international. Nous savons, bien sûr, on demande le visa. Le rôle du ministère international, c'est tout simplement de délivrer les visas si la CENI, le pouvoir organisateur, accrédite quelqu'un. On lui donne le visa pour entrer, c'est tout. Mais si maintenant c'est le ministère de l'Affaires intérieures qui décide de tout ça, et on a dit ici, les années entre encore la ligne de compte, même si on ne dit pas. Donc ça devient très compliqué. Voilà, chers amis, tout cela nécessite une mobilisation communautaire de nous pour que ça change. J'ai été invité par le collectif pour parler des normes internationales et des standards internationaux pour la tenue des élections démocratiques. Et j'ai essayé de faire comprendre aux amis que la démocratie est une nomocratie, donc c'est le règne de normes. Et les élections aujourd'hui sont saisies dans un enseignement du droit constitutionnel particulier qu'on appelle le droit électoral. Et ce droit électoral, c'est une branche qui se trouve, n'est-ce pas, au carrefour du droit international et du droit interne. Et au droit international, il y a des normes internationales, notamment au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a des structures internationales qui suivent les systèmes pour la bonne tenue des élections, que les élections soient régulières, que les élections soient honnêtes, que les élections soient sincères, que le vote soit secret, parce que tous ces éléments-là, la régularité, et qu'il y ait aussi des dispositions internationales relatives à l'organe de gestion des élections, donc la CENI, pour qu'elle soit impartiale, professionnelle et neutre. Donc ce sont des règles qui se trouvent dans le droit international des élections, et que ce soit le droit international universel ou que le droit international régional, tel que l'acte constitutif de l'Union africaine, mais aussi des textes particuliers, par exemple sur la Commission africaine des droits de l'homme ou encore la Charte africaine de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance. Donc, ce sont des éléments, mais il y a surtout ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Parce que les élections, ce n'est pas seulement l'écrit, mais c'est aussi des pratiques, les bonnes, qui sont donc les habitus, les usus, qui ont un consensus international pour que les élections soient le moment essentiel de l'expression réelle de la volonté du peuple. Donc jusqu'à la preuve du contraire. Ben, nous sommes dans un processus, il y a quelques ratés, mais ce que nous proposons toujours, c'est qu'un processus électoral se construit c'est une normativité dialoguée, c'est-à-dire qu'il faut écouter toutes les parties prenantes, qu'elles soient d'accord, qu'elles ne soient pas d'accord, mais il faut les écouter
pour avancer ensemble. Sinon, on arrive toujours à des contestations des élections. Et quand il y a contestation des élections, il y a contestation de légitimité. Et quand il y a contestation de légitimité, il y a inefficacité et des problèmes. Il faut noter que tous les conflits en Afrique sont des conflits soit préélectoraux, électoraux et post-électoraux. Merci. Le collectif 24 qui a organisé une très belle initiative, l'Académie, pour évoquer les normes électorales et démocratiques. Mon travail était de pouvoir présenter une esquisse de ces normes des élections démocratiques. Et donc j'ai essayé dans un premier temps de pouvoir présenter les concepts pour que l'on comprenne quels sont les tenants et les aboutissants par rapport aux normes, par rapport aux élections démocratiques et aussi par rapport aux normes des élections démocratiques. Ensuite, j'ai essayé d'évoquer les différentes sources des normes au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Je les ai présentées en termes de textes juridiques, en termes de déclarations politiques et en termes de bonnes pratiques. Je me suis permis de donner pour chaque type de source un exemple pour permettre aux gens de savoir ce qu'il en est. Ensuite, il était pour moi question de pouvoir expliquer la finalité du processus électoral qui veut qu'en partant de la souveraineté, l'exercice du pouvoir, on obtienne une représentation du peuple, qui doit agir de manière indirecte. Je soulevais la problématique de l'exercice du pouvoir. On sait le voir très clairement au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, mais au niveau du judiciaire, on a du mal à voir la souveraineté du peuple s'exprimer. Ensuite, j'ai montré quel est le chemin critique par rapport au processus électoral, c'est-à-dire des activités qui ne peuvent pas démarrer si une autre n'a pas encore commencé. On commence d'abord par obtenir des électeurs, ensuite on obtient des sièges, ensuite on obtient des candidats. Après les candidats, on a les votants. Après les votants, on a des élus. Et chaque niveau, chaque facteur entre dans la constitution du système électoral, évidemment que nous définissons en fonction des normes et des valeurs, des principes démocratiques. Enfin, j'ai essayé de montrer l'environnement électoral dans lequel on évolue et les menaces par rapport aux violences électorales qui peuvent découler si on ne fait rien. Parce que là aussi, il est important de comprendre que l'environnement électoral entre dans, dans la gestion du processus électoral et donc les normes doivent aussi faire attention à cela, même si ce n'est pas toujours l'organe de gestion qui a la responsabilité pour pouvoir gérer toutes ces questions. J'ai aussi évoqué la question de l'impact des médias et la nécessité d'avoir des normes. Parce qu'avec les nouvelles technologies de l'information, une fausse information à la dernière minute peut avoir un impact, même sur le résultat du scrutin. Donc si vous ne respectez pas les normes dans le domaine médiatique, vous pouvez avoir des violences, vous pouvez avoir une instabilité qui peut être engendrée ou être générée par rapport à ça. Et donc finalement, je me suis donné un exemple ou un cas par rapport à la surveillance du processus électoral en ne prenant que l'axe des opérations et des activités parce qu'on pouvait en avoir trois. On pouvait avoir l'axe des opérations et des activités, l'axe des acteurs et l'axe des droits fondamentaux électoraux. Il y a généralement trois groupes d'activités que l'on peut suivre pour pouvoir apprécier un processus électoral. Voilà un peu la quintessence de mon exposé aujourd'hui en quelques minutes, en espérant que les participants vont en faire un bon usage.
Africa cool. Et abena cool. Africa cool. Abena cool. Le quoi cool matopi. Enfin, toujours. Enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis, vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne mon co. Bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza et Loro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Abino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.